d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 35. Gustave Flaubert publie Madame Bovary à 35 ans, un livre qui lui vaut d'être jugé pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Il sera acquitté et Madame Bovary entrera dans la légende. Au sommaire de l'émission ce soir, Benyamin Netanyahou affirme qu'une poignée d'enfants est responsable des actes de vandalisme en Judée-Samarie. Pas sûr qu'Amir Badran soit d'accord avec le Premier ministre israélien. Interview du tac au tac avec Dov Maimon sur la démographie israélienne en 2025. La chef d'édition de l'émission, Laura Mouyal, a épluché la presse et a sélectionné 4 informations pour le tour de l'info. Rendez-vous après la pub. Les Juifs américains considèrent le Qatar comme la deuxième menace la plus sérieuse pour la sécurité nationale d'Israël et des États-Unis. Pas sûr qu'Amir Badran soit d'accord avec le résultat de cette enquête. Vous êtes bien installé sur votre canapé ? Bah allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 35, en compagnie des camarades du mercredi et d'un nouveau membre dans la bande de Ça se débat. Bonsoir Amir Badran, comment allez-vous ? Bonsoir Raphaël, moi ça va. Je suis heureux de vous retrouver dans Ça se débat. Vous débattez ce soir face à votre confrère, Maître Alexandre Bensoussan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous ? Très bien, moi en ce 31 décembre, j'aurais juste un message à faire passer, c'est qu'on n'oublie pas, après maintenant plus de 2 ans, le dernier otage qui se trouve dans la bande de Gaza, qui est Ran Akvili. Vous portez le Pins. Et absolument, je continuerai à porter ce Pins jusqu'à ce qu'on retrouve son corps et qu'on rapporte son corps et qu'il ait lui aussi droit à des funérailles dignes de ce nom. C'est très bien, il fallait le dire, je pense que c'est important. Et à Paris, Rachel Bourlier, fidèle au rendez-vous du mercredi. Bonsoir Rachel. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous pour ce 31 décembre et je partage le souhait d'Alexandre. Et heureux d'accueillir à vos côtés Franck Benamou. Bonsoir Franck, vous êtes avocat et nos téléspectateurs vous connaissent pour vos actions à la tête de l'association Les Amis de Nir-Rose. Bienvenue dans Ça se débat. Merci pour cet accueil. Évidemment, une pensée très forte pour la récupération du corps de ce dernier otage. Et toujours ravi de revenir sur les plateaux d'I24, qui nous a accompagnés dès le début, dès les premières actions des Amis de Nir-Rose. Et tout au long, ces 2 dernières années, vous avez été des soutiens fidèles. On a fait ça avec le plus grand des professionnalismes, je pense, pour saluer votre action depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre 2023. Vraiment. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Donald Trump vient-il de siffler la fin de la récréation en Judée-Samarie ?» Vous êtes d'accord à 56% avec Nili Kupfer-Naouri. Et à la question « Faut-il s'inquiéter de la hausse des départs des Juifs de France vers Israël ?» Vous êtes d'accord à 69% avec Barbara Lefebvre. Passons sans plus tarder au premier débat de cette émission. Interrogé sur les violences commises par des Israéliens en Judée-Samarie, lors d'une interview accordée à Fox News, Benyamin Netanyahou a répondu « Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est largement exagéré. Vous savez, quand ils parlent d'une poignée d'enfants. Nous en avons localisé environ 70 qui ne viennent pas de Cisjordanie. Ce sont des adolescents issus de familles brisées qui font des choses comme abattre des oliviers et parfois ils essayent d'incendier des maisons. » Cette réponse a inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. Benyamin Netanyahou minimise-t-il les violences des Israéliens en Judée-Samarie ? Franck Benamou a répondu oui et Alexandre Bensoussan a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 35, face à face numéro 1, c'est parti. Franck, vous connaissez le principe de l'émission, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs qui voteront ensuite sur le compte Instagram d'I24 News en français. Alexandre, vous êtes un habitué, vous enchaînez juste après Franck. 60 secondes pour convaincre. Tout le monde est prêt ? Toujours. Franck, allez-y, c'est à vous.
Alors, quand j'ai pris connaissance de la déclaration de Benjamin Netanyahou, immédiatement, j'ai la citation d'Albert Camus qui m'est venue à l'esprit. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et en l'espèce, en l'occurrence, c'est ajouter au malheur d'Israël. Dire que ce sont des enfants qui jouent et qui sont à l'origine de ces violences, c'est pas les minimiser, c'est déjà les maximaliser. Et effectivement, avec Benjamin Netanyahou, on a un peu cette impression que la réalité ne passera pas. Et cette réalité, il faut qu'elle passe, même lorsqu'elle est désagréable, voire très désagréable. Je donnerai un seul exemple. Il y a 2 jours, je consulte, j'ai un article dans Haaretz ou dans Marie, je me souviens plus exactement lequel des 2 journaux, où on nous relate qu'en fait, on est dans un village en Shomron, en Judée-Samarie, et on a un homme armé d'un fusil sur son tracteur qui intentionnellement va rouler sur un Palestinien Franck. qui est sur le bas-côté de la route et qui va effectivement écraser, rouler par-dessus beaucoup, Franck. un Palestinien. Voilà. Et donc là, vous avez dépassé les 60 secondes. Un exemple. Hop. Attention, il ne faut pas dépasser les 60 secondes. Vous aurez du temps pour continuer votre argumentaire après. Alexandre, c'est à vous. La vraie question pour moi n'est pas de savoir si Benjamin Netanyahou minimise une poignée de personnes en Judée-Samarie ou non. La vraie question, c'est pourquoi Israël est le seul pays au monde auquel on refuse le droit au cas isolé. En réalité, depuis toujours, ce qui me frappe et qui m'éblouit presque par son absurdité, c'est ce mécanisme. Les actes d'une infime minorité, qu'ils soient condamnables ou non, sont immédiatement rattachés au gouvernement israélien. Les actes du gouvernement israélien sont rattachés à l'entièreté d'Israël et les actes de l'entièreté d'Israël sont automatiquement rattachés au destin du peuple juif. Donc c'est une génération à mes yeux c'est une généralisation à mes yeux qui est brutale et qui est profondément discriminatoire. C'est-à-dire qu'on transforme des faits divers en une politique d'État, on transforme des délinquants en symbole national et surtout, c'est un traitement qui est unique. On observe Israël à la loupe, on va disséquer chaque chose qui s'y passe. Et alors je vous demande un petit bonus, étant donné que très rapidement. Et en réalité, si on se livrait à la même chose en France, alors dans ce cas, on pourrait rattacher à la France tout ce qui s'y passe depuis des années et on pourrait dire que le gouvernement français a une politique discriminatoire vis-à-vis de sa population aussi. Merci beaucoup. Amir Badran, vous êtes d'accord avec Franck ou avec Alexandre? Écoutez, je l'ai annoncé dans les titres déjà. Ouais, la réalité est qu'en fait, on est face à un fléau. Mais c'est pas question d'enfants, c'est pas question de cas isolés. Il s'agit d'une politique bien menée, bien soutenue par le gouvernement israélien, par des ministres comme Ben Gvir et Smotrich et leurs copains qui mènent une idéologie de transfert, de purifier démographiquement la zone de Cisjordanie et de Gaza. Ils font ça avec tous les moyens. En fait, ils soutiennent le port d'armes à ces colons violents qui incendient des maisons des Palestiniens, qui terrorisent les Palestiniens, qui tuent des bêtes, qui achèvent des arbres, qui font tout pour justement, dans un but de purifier ce territoire de Palestiniens et de créer une autre réalité sur le terrain. Et c'est quelque chose de très très grave. Et quand vous mettez les doigts dans les yeux, vous dites on ne voit pas ça, ça va vite glisser aussi sur la société israélienne juive à l'intérieur de la ligne verte. Et cela est très très grave et ça déchire notre société israélienne. Rachel Bourlier, Benjamin Netanyahou a affirmé qu'il existait une fausse symétrie, ce sont ses mots, entre les actes de ces adolescents et les milliers d'attaques terroristes perpétrées contre les Israéliens en Judée-Samarie. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre israélien qui refuse ce symbole égal ? Absolument, c'est un véritable sujet, certes, mais le véritable danger pour la paix, ce ne sont pas les jeunes des collines, mais bien le terrorisme. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper. Il n'a aucun intérêt ni politique ni militaire, à laisser perdurer cette situation. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Bien évidemment, Benjamin Netanyahou va régler ce sujet, mais il y a une hiérarchie dans les responsabilités, les sujets qu'il doit régler en Israël. Et le terrorisme
est bien évidemment la priorité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un vrai sujet, puisque mobiliser Tsahal est une importance, car il y a des dégâts et des vrais sujets quand ces jeunes des collines viennent attaquer des villages palestiniens. Mais le vrai problème là-bas actuellement est bien évidemment le terrorisme. Ben Soussan, la presse internationale adore évoquer ce sujet et se garde bien de parler des violences quotidiennes. Et non, il n'y a pas que des actes de terrorisme, des violences quotidiennes que subissent les Juifs israéliens qui habitent en Judée-Samarie. On parle de jets de pierre sur des voitures, ça peut provoquer des accidents graves, mais aussi d'autres violences quotidiennes. Mais déjà, premièrement, tout à l'heure, je vous disais qu'Israël est le seul pays du monde qui n'a pas le droit qui n'a pas le droit, en fait, qui n'a pas le droit au bénéfice du doute et qui n'a pas le droit au cas isolé. C'est-à-dire que lorsque vous prenez en fait tous les attentats qui sont revendiqués par les islamistes dans le monde, attention, mais grand mal nous fasse si jamais on a le malheur de faire quelconque lien entre l'islam, entre les musulmans et ce qui s'y passe. En revanche, lorsqu'il s'agit de quelques juifs qui sont dans des collines de Judée-Samarie, qui auraient le malheur de faire des choses, de se comporter comme des véritables délinquants, il y a absolument, mais aucune espèce de... Oui, c'est du terrorisme. Terroristes juifs. Oui, c'est du terrorisme. Dire, hein. Mais d'ailleurs, vous savez, Amir, si on parle de terrorisme, il faut aussi être extrêmement précis. Et il faut être précis en évoquant le fait qu'au Shabak, donc au service secret intérieur israélien, il y a aussi une aile qui soit dédiée au terrorisme juif. En revanche, tout à l'heure, lorsque vous disiez que Ben Gvir arme ces jeunes des collines, je vais vous poser une question qui est extrêmement simple. Citez-moi, étant donné que ces gens sont armés, citez-moi la dernière fois qu'un colon de Judée-Samarie, comme vous les appelez, a tué un Palestinien de Judée-Samarie. La semaine dernière. A tué un Palestinien de Judée-Samarie. Pas du tout. La semaine dernière. Pas du tout. Ah ben, il y a des vidéos. Alors, citez-moi, c'est qu'en fait, cette espèce de parallèle que vous essayez d'établir... Il a été tué par balle parce qu'en fait, il était là-bas dans son terrain à lui et il essayait de récolter ses olives. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous essayez de repêcher... Les bandes de colons sont venus là pour les chasser de leur terrain des Palestiniens et il a fini par le tuer. On s'entend plus. Il a fini par le tuer. Vous essayez de repêcher des actes isolés avec un filet de pêche et des cas comme ça. Il y a toutes les semaines des cas comme ça. Merci beaucoup. Merci de respecter le temps de parole. On ne s'entend pas lorsque vous parlez les uns sur les autres. Faire attention aussi aux téléspectateurs qui nous regardent. Franck Benamou, Benyamin Netanyahou a également affirmé dans cette interview qu'Israël devait exercer un contrôle militaire sur cette zone. Qu'en pensez-vous ? Paraît tout à fait, effectivement, indispensable que Tsahal garde effectivement le contrôle militaire en Judée-Samarie, puisqu'effectivement le sort de cette région n'est pas encore arbitré définitivement entre les protagonistes, c'est-à-dire les Israéliens et les Palestiniens, mais également sur le terrain du droit international, et que aujourd'hui effectivement la sécurité d'Israël exige que Tsahal, effectivement, assure la sécurité sur l'ensemble de la zone. Là-dessus, je pense que personne ne viendra dire le contraire. Rachel, une réaction. Allez-y, Rachel. J'ai juste un point, oui, pour si ça peut rassurer mon camarade Amir Badran. La vraie inquiétude qu'il y a, ces jeunes sont des jeunes qui viennent de milieux totalement défavorisés, ne s'en prennent pas qu'aux villageois palestiniens, ils s'en prennent aussi aux soldats israéliens, si ça peut faire plaisir à mon camarade. Donc c'est vraiment un vrai sujet, ils s'en prennent à tout le monde. De n'importe quel côté. Ça ne fait pas jouir, au contraire. Non, mais... Au contraire. Voilà, c'est un sujet... C'est une minorité de jeunes. Non, c'est pas une minorité. Je suis désolé, c'est pas une minorité. Vous savez, depuis des années, on est en train d'essayer de dire comme si c'était des gens qui sont marginaux, des gens qui viennent de familles brisées. Eh ben non, écoutez, il faut regarder la réalité en face. Mais ils ne sont pas représentatifs de tous les Israéliens qui habitent là-bas. Ils sont représentatifs d'une idéologie très grave, qui est une idéologie représentée dans ce gouvernement par des ministres
qui sont, comme je l'ai dit, des gens qui ont été condamnés pour des actions terroristes comme Ben Gvir et Smotrich qui a été soupçonné pour la même idéologie de purifier ces terrains de Palestiniens. J'aurais juste une question. Si jamais je vais dans votre sens, mettons que ces jeunes, qui soient des jeunes tout à fait marginaux à mes yeux, qui jettent des pierres, qui se comportent comme des délinquants, que je condamne. Mettons que ce soit des gens qui soient représentatifs d'une idéologie tout entière. Mais alors qu'en est-il des Palestiniens de Judée-Samarie qui ont assassiné la famille Fogel, qui jettent des pierres, qui assassinent, qui font des actes, qui commettent en fait des attentats à la voiture bélier, qui commettent des attentats au couteau? Est-ce que ces Palestiniens sont aussi représentatifs de tous les Palestiniens de Judée-Samarie? Moi, j'ai pas envie en fait qu'il y ait un deux poids deux mesures entre ces deux populations. Si vous condamnez la population juive de Judée-Samarie, je m'attends aussi à ce que vous condamniez et que vous généralisiez de la même manière la population palestinienne qui s'y trouve. Une réponse et on avance. Ce sera ma seule question. D'abord, moi, je suis contre toute violence de n'importe quel côté. De deux, on n'est pas sur un poids de symétrie. Parce qu'en fait, c'est collant. Bien sûr que non. Collant. Bien sûr qu'on n'est pas sur une symétrie. L'armée qui tienne, c'est pas pour une défense, c'est pour attaquer. Elle est fournie par l'État. C'est-à-dire les armes. Elle est fournie par Ben Gvir et Smotrich. Je vous garantis, les Palestiniens qui commettent des attentats, il faut qu'on avance un couteau pour aller tuer toute une famille. Faut qu'on avance. Justement, ces gens-là sont soutenus par les... On a compris. Et c'est complètement différent. À tous les quatre, les Palestiniens n'ont pas besoin d'un fusil pour commettre des attentats. C'est malheureux. On avance. L'histoire, c'est la démographie. C'est elle qui l'enfante. Et elle est sans pitié quand elle redistribue les cartes. Car c'est elle aussi qui commande toutes les dynamiques de puissance et parfois tire un trait sur les peuples qui ne veulent plus vivre parce qu'ils n'ont plus la force de se perpétuer. Cette phrase est signée Philippe de Villiers dans son livre « Les cloches sonneront-elles encore demain ?», sorti en 2016 aux éditions Albin Michel. Interview du tac au tac sur la démographie avec Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish Policy People Policy Institute. Bonsoir Dov Maimon, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la croissance de la population israélienne est-elle passée sous la barre des 1%, comme l'affirme une étude de l'Institut Taub, ou de son côté, le Bureau central des statistiques évoque un taux de croissance de 1,1%. Alors, Israël doit-il s'inquiéter ? Alors, Israël ne doit pas s'inquiéter. D'abord, je vais le dire assez simplement. D'abord, on est à un taux qui dépasse le renouvellement. Donc, ensuite, on peut s'attendre d'abord une grande vague de Yérida, de gens qui vont quitter le pays, une grande vague de gens qui vont venir notamment d'Europe dans les années qui viennent. Donc, on a un petit moment où on a un peu une baisse momentanée, mais qui reste de toute façon supérieure à ce qu'on a en France. Vous parliez de Villiers. En France, on a plus de décès que de naissances. Ce n'est pas du tout le cas en Israël. Donc, on a une situation qui est moins florissante que d'habitude, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter. Il faut savoir que la démographie est toujours très politique. Les gens qui veulent dire que tout va mal, alors ils vont faire leur chou gras du moindre chiffre, qui vont nous dire qu'il y a des gens qui quittent le pays, ou il y a des gens il y a moins d'enfants. Mais je ne crois pas que on est très loin d'une situation qui pourrait être catastrophique ou problématique pour le pays. Mais Israël doit-il s'inquiéter aussi du nombre de départs de ses citoyens à l'étranger ? On en parlait hier sur ce plateau. Un de nos participants disait « Si ce gouvernement est réélu, moi le premier, je pars. Il y a 1000 médecins qui ont quitté le pays, tant de personnes, des startups qui ont quitté le pays. » Comment on doit réagir lorsqu'on entend ça ? Il faut simplement savoir les chiffres. Pour les chiffres, on a 69 300 personnes qui ont quitté le pays. C'est énorme, mais on a de la peine pour chaque personne qui est partie. C'est à cause de l'instabilité politique, à cause du coût de la vie aussi. Les gens ne voient plus leur avenir. Donc, il y a des gens qui quittent le pays. C'est comme ça. Ça a toujours été depuis le début de l'État d'Israël, surtout après les guerres. Après la guerre de Kippour notamment. Donc on a eu une période où c'est pas facile et il y a des gens qui préfèrent choisir leur statut individuel que le statut collectif. Et c'est tout à fait normal. C'est ce qui se passe notamment pour beaucoup de juifs qui vivent à l'étranger, qui ne veulent pas faire leur alia, parce que faire leur alia, c'est évidemment vivre une situation qui est plus difficile ici. Donc maintenant, parmi les gens qui ont quitté le pays, il faut savoir d'abord que 50% des gens qui ont quitté le pays ne sont pas juifs d'après le rabbinat, d'après la halakha. Ça veut dire que c'est des gens souvent qui sont venus des Ukrainiens ou des gens qui sont
éligibles à la loi du retour, qui sont venus, mais ils ont profité de pas mal d'avantages qu'on leur a donnés, c'était la guerre là-bas, ils sont venus ici, et quand il y a eu la guerre ici, finalement ils sont partis. Donc, et à la fin, le déficit net qu'on a eu cette année, c'est de moins de 18 000 juifs qui sont partis. Par rapport à un pays de 10 millions, évidemment, 18 000 personnes, ce n'est pas un danger pour le projectionniste, ce n'est pas la situation il y a 100 ans ou il y a 110 ans. Dov Maimon, est-ce que le gouvernement israélien doit adopter des mesures pour inciter à la natalité, comme par exemple encadrer le prix des crèches? Tous les jeunes parents qui nous regardent et qui habitent en Israël savent à quel point ça coûte cher d'avoir des enfants en Israël aujourd'hui. Alors, d'abord, on n'a pas de problème de démographie parce que la baisse est encore plus grande chez la population juive arabe. Il faut garder ce rapport qu'on a de 80-20% pour 20% d'Arabes ou 80% de Juifs. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui donne la stabilité du pays, qu'on peut être un peu à la fois complètement démocratique et totalement juif. Maintenant, l'État d'Israël peut absolument faire des politiques pronatalistes. On en connaît deux grandes. Une, d'abord, de baisser le prix des crèches. Chacun de nous sait combien coûtent les crèches. Il suffirait de diminuer un petit peu le prix des crèches pour que les femmes israéliennes, on a des sondages qu'on fait notamment dans le centre de recherche où je travaille, le JPPI, et on a que les femmes israéliennes veulent un 3e, 4e enfant. Donc si on baissait les prix sur la voiture de cette place, si on baissait le prix des crèches, si une politique qui avait été faite par des gens pas très fréquentables comme Mussolini, c'était d'enlever un tiers des hypothèques sur les appartements dès qu'on a le 4e enfant, bah oui, c'est sûr qu'on aurait beaucoup plus d'enfants et on pourrait arriver à 150 000. On a déjà 100 000 enfants par an, c'est énorme. Et on pourrait arriver à 150 000 ou 130 000 facilement parce que les Israéliennes rêvent d'avoir ces enfants. La famille est fondamentale dans le principe de la société israélienne. Et en temps de guerre, en plus, les gens se sentent encore plus envie d'avoir des enfants. Donc on a un petit ralentissement. Il ne faut pas trop s'inquiéter. On rentre dans une nouvelle année où tout va encore plus mieux aller. Et comme j'ai dit, il va y avoir aussi un grand mouvement d'Aliyah qui va arriver des pays d'Europe pour toutes sortes de raisons. Et donc, on peut s'attendre même à plusieurs centaines de milliers de personnes qui pourraient venir d'Australie, du Canada, voire des États-Unis et d'Europe de l'Ouest. Alors, parlons maintenant. Effectivement, vous parlez de l'Aliyah. Est-ce que, selon vous, les chiffres ont été bons pour l'Aliyah en 2025 ? Alors, on a eu une baisse. Voilà, on a eu une baisse de 50% des chiffres de gens qui venaient des pays post-soviétiques. C'est un peu normal. Je vais vous dire en fait comment ça se passe. En ce moment, la situation avec Poutine est très compliquée. Le moins de personnes qui veulent s'inscrire dans un dossier d'Aliyah, il faut savoir que le jour même, il ne faut pas qu'elle s'étonne si son compte en banque a été truandé, si on lui arrache ses plantes chez elle ou si elle se fait renvoyer de son travail. Donc on est revenu à des situations presque soviétiques. Donc les gens ont du mal à vouloir s'inscrire pour faire leur aliyah. Ensuite, la situation en Israël, pour l'instant, est encore une situation de post-guerre où les gens ne viennent pas. Donc on a une baisse de l'aliyah russe. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est les 45% de plus de l'aliyah des Juifs de France, notamment, et des États-Unis et de tous ces pays où on va voir tout à coup un mouvement très important de gens qui veulent se rallier au projet du peuple juif qui revient sur sa terre. Ça, c'est le grand mouvement et c'est ça qui peut être une bénédiction. Il faut savoir que le million de Russes qui sont venus en Israël, il y a quelques années, a transformé, c'est ça qui a permis. On a trouvé dans les archives du KGB que Arafat disait, s'il y a tellement de Russes qui viennent, s'il y a tellement de Juifs qui arrivent, bientôt on n'aura plus rien, il faut vite faire un accord de paix. Donc là, tout à coup, ça va changer la donne. Et si on a une grande vague d'alliés avec des gens qui en plus ont une grande culture, j'entendais votre débat avant, une grande culture démocratique. Les gens qui vivaient en Israël viennent de pays post-soviétiques ou soviétiques ou des pays arabes qui n'ont pas une culture de l'état de droit, de la démocratie, de la République. Les gens qui viennent d'Europe de l'Ouest aujourd'hui sont des gens qui sont très fortement ancrés sur les idées de la démocratie libérale et qui renforcent l'éthos, la pensée du monde démocratique de l'État d'Israël, en plus du fait évidemment qu'ils apportent une bénédiction énorme au pays et qui renforcent le projet de ce peuple juif qui a une aventure extraordinaire dans laquelle ils veulent s'associer et je les comprends totalement. Et une dernière question, comment vous mesurez par exemple l'impact de la guerre avec l'Iran par exemple et des conflits qui ne sont pas résolus dans le sud, dans le nord, les menaces en cours, le Hezbollah? Est-ce que ça a freiné les gens pour venir en Israël, pour faire des enfants et ça a incité les gens à partir aussi? Il y a un impact de cette guerre des 12 jours par exemple avec l'Iran selon vous? Alors, regardez, on a établi dans le centre de recherche dans lequel je travaille, on a une 50aine de chercheurs, on a mis un système d'intelligence artificielle, on a mis 20 indicateurs pour voir l'impact du 7 octobre sur la société israélienne et sur les rapports entre Israël et la diaspora et sur le judaïsme mondial. Donc on a vu qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il est évident que l'État d'Israël se trouve en situation sécuritaire bien meilleure que ce qu'elle était il y a 1 an, ou il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc il se passe quelque chose qui a un impact. Maintenant, la peur de vivre sous une guerre, c'est quelque chose qui est totalement naturel et que certaines personnes quittent le bateau, c'est un peu normal aussi, c'est pas très grave.
c'est simplement une question de changement démographique. Ça veut dire qu'on va avoir des gens qui viennent et des gens qui s'en vont. Et ceux qui viennent seront les gens qui ont le plus de courage, le plus envie de construire. Et ceux qui partent sont parfois des gens qui n'ont pas la force de rester. Et on n'est pas là pour les juger. De toute façon, il est possible qu'ils ne pourront même pas forcément rester très longtemps dehors quand ils vont voir que la situation dehors n'est pas forcément meilleure, puisqu'elle va s'améliorer de plus en plus en Israël. On voit le PNB, on voit l'économie, on voit tout ça qui fait qu'en Israël, ça devient de mieux en mieux, même si encore le coût de la vie est encore loin. Mais tout ça, c'est après la guerre, normalement, on s'attend à un grand mouvement qui va changer les élites en place. Merci beaucoup. Qui va faire qu'on a tout à coup une baisse du coût de la vie. Il va falloir faire des projets sociaux, des projets pour le logement notamment, libérer des logements. Et tout ça va avoir un impact sur la société israélienne extrêmement positif. Voilà, je voulais vous dire bonne année. Merci beaucoup. À vous aussi. L'année 2026. Merci à vous, Dov Maimon, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite sur i24 News. Ne bougez pas. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. אלבר, רק את הטוב! ועוד הנפקה מוצלחת בחברת ההייטק הישראלית. אומנתי את הטוב משם. גבירותיי ורבותיי, נחתנו זה עכשיו בנמל התעופה בן גוריון. ברוכים הבאים לישראל. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, don du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Franck Benamou, Rachel Bourlier, Alexandre Bensoussan et Amir Badran. On débriefait ensemble cette interview qui a un peu choqué, on va dire, Amir Badran, un peu moins Alexandre Bensoussan, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le débat sur d'i24 News. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Rachel Bourlier, je commence avec vous, avec votre information du soir et je vais vous faire réagir à une vidéo publiée par Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux. On regarde, on rigole un peu et on en parle. Tu vois le film aussi, Brigitte, toi ? Rachel, quand vous voyez cette vidéo, vous vous dites quoi ? Vivement 2027 ? Je me dis qu'il est complètement déconnecté des Français. Hein. Je ne sais pas qui s'occupe de sa com, mais là, il est complètement déconnecté de la réalité. C'est terrible. Vous savez, je pense, vous vous souvenez de la campagne de Jacques Chirac quand il mangeait des pommes et qu'il disait « Encore 2 ans, ça va être long ». Et puis il continuait en disant une autre phrase que je ne vais pas dire ce soir. Mais voilà. Rachel, c'était plutôt les Guignols qui disaient ça, c'était pas lui-même. Oui, mais il y avait la marionnette de Jacques Chirac, oui. Manger des pommes, manger des pommes. Merci. Exactement. Alors, c'est les Guignols. Hein, oui, mais c'était la marionnette, c'est vrai. Amir, heureusement que vous êtes là. Mais bien sûr, bravo Amir. Emmanuel Macron. Amir, heureusement que vous êtes là. Oui, mais dans tous les cas, Rachel, Emmanuel Macron n'a pas besoin de sa marionnette dans les Guignols pour être ridicule. Je pense que c'est ce qui ressort. Oui, vous voyez, mais Amir, heureusement qu'il est là. Mais voyez le lapsus. À l'époque, dans les Guignols, il était un personnage, c'était un bébé. Emmanuel Macron, il était présenté comme le bébé. Bien évidemment, mais lorsque vous prenez, moi ce qui m'a frappé, c'est que lorsque vous prenez image de cette séquence, en réalité, vous avez soit la gloire d'autrui, c'est-à-dire qu'il y a des photos de Brigitte Bardot, il y a des photos de l'équipe de France, soit vous avez en fait des moments de succès, mais qui sont imprégnés d'un profond échec. C'est-à-dire par exemple la libération donc de Jacques Paris et de Cécile Kohler. Donc c'est des choses en réalité qui marquent l'année 2026, mais on voit aucun succès 2025. Du président français lui-même. Oui, le blason de la France qui a été redoré. Où sont ces hauts faits ? Il n'y en a pas. Allez-y Rachel. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est que vous venez de montrer, par exemple, cette icône qui vient de nous quitter, Madame Brigitte Bardot. Madame Brigitte Bardot, qui n'a pas eu des mots très tendres envers notre président Emmanuel Macron, qui l'a qualifié de lâche, notamment par rapport à son non-engagement et à son inaction face à la souffrance animale. Mais bon, c'était une manière à lui de vouloir lui rendre hommage. Et d'ailleurs, il y a une polémique là en ce moment par rapport à la famille de Brigitte Macron qui ne veut pas de sa présence et de l'hommage de l'Élysée et du président de la République. Donc voilà, c'est une autre tâche sur la présidence. Mais bon, en tout cas, s'il veut de la haute technologie, je lui conseille de se joindre à Israël. Les Israéliens sont très très forts en technologie. Il devrait leur demander un petit coup de pouce. Franck Benamou, qu'est-ce que vous... La première séquence là... Allez-y. La première séquence sur la vidéo, elle est terrible parce que vraiment, on voit qu'il fait un effort un peu qui est pas tout à fait naturel pour être accessible, pour paraître, voilà, mais ça n'imprime pas, Et c'est vrai que ça n'aide pas à restaurer sa stature de président de la République. Et donc, effectivement, ça fonctionne pas. Il finit l'année comme il l'a commencé, c'est-à-dire avec une incapacité à
a impacté sur les événements, et on le voit, le montage est pas du tout percutant. Rien ne se dégage, il n'y a aucune émotion. C'est raté, quoi. Alexandre Bensoussan, votre information, on quitte la France, on va en Iran. Le prince héritier Pahlavi appelle à une grève nationale alors que les manifestations en Iran entrent dans leur 4e jour. Votre présence dans les rues à travers l'Iran a allumé la flamme d'une révolution nationale, a écrit le prince dans un message partagé sur X. Une réaction? Moi, ce qui se passe en Iran, je trouve ça extrêmement émouvant. On l'attendait déjà depuis la guerre, donc des 12 jours. La guerre qui a commencé le 12 juin 2023. Il y a déjà eu des révoltes auparavant qui n'ont pas impacté le régime. En fait, il y a déjà eu des révoltes qui ont été écrasées dans l'œuf et qui ont été réprimées de la façon la plus terrible. On le voit d'ailleurs, on voit que c'est le cas aujourd'hui encore. On voit que les gardiens de la Révolution n'hésitent pas à tirer à balles réelles, cette fois véritablement orientés, dictés, ordonnés par le gouvernement qui leur dit de faire ainsi. Mais on voit que la population, ce cri et cette volonté grandissante de se soulever, qui est sûrement due au fait que la monnaie iranienne a chuté pour atteindre en fait son taux le plus bas de son histoire. L'économie iranienne est au plus bas. En Iran, pour pouvoir en fait subsister, les Iraniens se doivent de travailler donc en remote pour des sociétés américaines ou des sociétés étrangères. Sinon, les salaires sont trop dérisoires pour pouvoir assumer le minimum syndical là-bas. Les gens se chauffent et ont accès justement à des services qui sont extrêmement basiques à l'aide de générateurs ou à l'aide justement de lampes qui vont être à l'huile ou etc. Donc on voit en fait que la population a atteint un seuil de non-retour, et je pense que cette population est extrêmement digne, et j'espère que cette fois-ci ça va aboutir, parce qu'elle avait besoin que ça vienne d'elle-même aussi, cette impulsion. Franck Benamou, une réaction lorsque vous découvrez ces images de révolte en Iran? Alors, deux choses. La première réaction, effectivement, c'est que l'économie, c'est plus fort que tout. Et c'est plus fort que le régime des mollahs. Et donc, effectivement, là, il y a une source d'espoir qui est, par rapport aux précédentes révoltes, de constater qu'en fait, c'est toute la population iranienne. C'est pas que la jeunesse. C'est aussi les acteurs de l'économie iranienne. Et là, effectivement, il y a peut-être une possibilité pour que ce peuple qui est vraiment héroïque et et que l'on a tous en très haute estime puisse renverser leurs oppresseurs. Excusez-moi, mais pardon, juste une petite... Allez-y, Rachel. Pardon. La misère, c'est aussi un outil de contrôle pour les ayatollahs. Donc, moi, je serais un petit peu prudente. Quand on est tous très enthousiastes, mais il faudrait espérer qu'il y ait l'émergence d'un Gorbatchev iranien. Mais moi, tout cet enthousiasme sur 2027, j'ai un petit bémol. Attendons 2027 pour voir ce qui va se passer, à moins que l'état de santé décline sur le guide suprême. Mais soyons prudents. Espérons, en tout cas, que le peuple iranien puisse se libérer. Franck Benamou, votre information revient cette fois en Israël sur l'indice de santé 2025. 39% des soldats de Tsahal signalent un besoin urgent de soins de santé mentale. 26% s'inquiètent de la dépression et 48% souffrent de troubles du sommeil. C'est une étude qui a été réalisée par le centre de santé Maccabi, qui couvre des millions de personnes en Israël. Une réaction lorsque vous découvrez ces chiffres? C'est des chiffres qui nous glacent. Il y a deux choses. Il y a évidemment, il nous terrifie, et en même temps, on se dit, tiens, c'est bien, les soldats qui reviennent de Gaza ont un trauma et ils verbalisent ce trauma. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, on se dit que s'ils le verbalisent, eh bien, il va y avoir une réponse, et donc il faut qu'il y ait une réponse. C'est absolument indispensable. C'est-à-dire que Tsahal, l'État, doit apporter la réponse nécessaire à... effectivement, quand on revient d'une guerre qui a été aussi difficile, on ne peut pas retourner dans la vie civile comme ça. C'est pas possible. Et donc, il faut
l'État doit à ses soldats une réponse et les soins post-trauma qui leur sont nécessaires. Autrement, on va devant des situations extrêmement compliquées, des multiplications de suicides. Il y en a encore eu un hier ou avant-hier. Voilà, il y a urgence à prendre ce sujet à bras-le-corps. Amir, une réaction? Vous savez, quand le gouvernement et les ministres qui sont très jouissants pour aller à la guerre et demandent à chaque fois la victoire absolue, il faut aussi comprendre qu'une guerre, il y a toujours des perdants. Et dans une guerre, même quand tu crois que tu as gagné, en fait, tu as perdu. Et les gens là, ces soldats-là, les soldats de l'armée israélienne qui ont payé de leur vie ou qui ont payé de leur âme, sont gravement touchés. Et c'est la majorité de la société israélienne. Que ce soit ceux qui étaient là-bas dans le combat, ou que ce soit leurs proches et leur société et leur entourage. Et ceci, vraiment, a fait payer la société israélienne, à l'amener au gouffre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent d'ici. C'est pas uniquement parce que le coût de la vie, il est cher. Parce que le coût de la vie, il a toujours été élevé ici en Israël. Mais la situation de guerre continue. Une guerre de vengeance, une réforme juridique, soi-disant une réforme juridique, des tas d'extrémisme et de fascisme qu'on est en train de voir à cause de ce gouvernement qui tient Benyamin Netanyahou, je dirais pas par où, mais justement parce qu'il a peur que cette coalition va fondre, va se dissoudre, il a peur d'aller en prison, et bien justement on est en train de vivre une situation pareille, et ce sont ces soldats-là les premiers à payer le prix. Moi, je voudrais juste une petite réaction par rapport à ce que vous venez de dire, Franck et Amir. Moi, je suis réserviste. J'ai fait plus de 300 jours de réserve, dont plus de 100 dans la bande de Gaza, dont plus de 60 au Liban. Et en réalité, l'État met à disposition, depuis le 7 octobre, des services de soins psychologiques sous forme de bourse pour chaque réserviste, qui est équivalente à peu près à plus de 3 000 € de soins qui peuvent être dédiés et utilisés seulement pour des services qui sont des services mentaux. Le problème, donc des services auprès de psychologues, etc. Le problème, en réalité, c'est que la plupart des réservistes ne vont pas faire la démarche d'utiliser cette bourse pour aller justement voir des spécialistes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème de connexion, il y a un problème de communication, il y a un problème de démarche. Et il faudrait que l'État en fait fasse un pas de plus pour s'assurer que chaque réserviste, éventuellement, soit lié, fasse la démarche en fait de prendre contact avec un psy. Mais ça existe. L'État, justement, a fait un pas énorme là-dedans. Merci Alexandre Bensoussan pour ces précisions. L'État, pas les envoyer à la guerre. C'est ça ce qu'il faut. Amir Badran, un article de nos confrères de RFI. Beaucoup le redoutaient. Israël les a informés mardi soir, 30 décembre, un jour avant la date limite. 37 organisations internationales humanitaires ne seront plus enregistrées dans le pays à partir du 1er janvier 2026. Ce sont les conséquences d'une décision israélienne d'il y a quelques mois lorsque le gouvernement a décidé de revoir le cadre juridique qui encadrait ces ONG pour écarter celles, je cite, jugées hostiles ou sympathisantes du terrorisme. Une réaction, Amir Badran ? Écoutez, c'est tellement triste de voir jour après jour des actions menées par ce gouvernement qui nous mènent de plus en plus loin de la démocratie, de plus en plus loin d'un état de droit, de plus en plus loin de ce qu'on appelle la volonté, la possibilité d'avoir une critique de l'extérieur. Vous savez, un de ces institutions qu'on est en train de parler, on est en train de parler aussi de Médecins sans frontières qui font un travail fou, mais alors fou, que ce soit dans tout le monde et dans le monde entier, et ils le font aussi dans la bande de Gaza, et ils le font aussi en Cisjordanie, et le gouvernement les traite eux aussi comme étant supportateurs de terrorisme. Donc pour vous dire, de même ils ont fait ça avec l'UNRWA. De même, vous savez, l'UNRWA c'est une institution quand même de l'ONU. Je veux dire, jusqu'à présent, ça fait quand même des années et des années. Une référence. Et il faut quand même avoir le courage de savoir qu'il y a des gens qui critiquent la politique israélienne parce que c'est dans le bien d'Israël de savoir qu'il faut arrêter de faire ça. Allez-y, Rachel. Non mais, Amir, que j'aime écouter Amir comme ça, cette petite musique. Alors moi, il faut savoir que j'écoute les interviews des otages et je l'invite à faire la même chose. Moi, il y a des associations, notamment comme la Croix-Rouge,
quand je les croise, surtout en cette période de fête, vous avez des petits jeunes qui vous arrêtent et qui vous demandent de donner une pièce, ce que j'ai toujours fait. Et bien depuis le 7 octobre, je leur donne même pas l'heure, mais je leur explique aux petits jeunes parce qu'ils sont pas responsables, ils savent pas. Donc je les invite à regarder, à aller sur Internet et d'écouter et de voir, parce que certains me disent mais j'étais pas au courant. Et quand on voit ce qu'a fait, ou plutôt l'inaction de la Croix-Rouge par rapport aux otages qui étaient retenus par les terroristes du Hamas, donc sincèrement, Amir, sur plein de sujets, par moment, je peux entendre. Ils n'ont rien fait. Mais ils n'ont rien fait, justement. Ils n'ont pas fait. Ils n'auront pas amené ni médicaments, rien. Rien. Évidemment. Okay. Est-ce que vous pouvez dire un mot Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les 15 Mais c'est de la sur les 15 personnes qui sont des paramédics qui ont été tués par l'armée israélienne alors qu'ils étaient dans un convoi. Non mais Amir, là on parle pas des Palestiniens, je vous parle enterré vivant avec les bagnoles et les camions, tout ça. Amir, est-ce qu'à un moment vous pouvez avoir juste... Amir, je peux vous demander une chose, Amir, moi je peux vous dire, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun souci à vous dire, quand il y a des souffrances et des injustices du côté des Palestiniens, je n'ai aucun souci à le reconnaître. Mais moi, j'aimerais bien que de votre côté... Et que l'armée israélienne a menti là-dessus. Mais il n'y a pas de problème par moment. Ouais. J'aurais aucun souci à vous le dire. Mais est-ce que vous pouvez faire la même chose et reconnaître qu'il n'y a pas eu une fois une visite d'une association pour essayer ou aller rendre visite aux otages? Est-ce que vous pouvez faire la même chose? Est-ce que vous pouvez le reconnaître au moins? Je ne vous ai pas entendu. Écoutez, moi, de ma part, je le dis et je le redis à chaque fois sur ce plateau. Il n'est pas question de faire une distinction entre les otages juifs ou les otages et les prisonniers palestiniens. Pour moi, ce sont des êtres humains et ils ont le droit d'une visite, ils ont le droit d'être bien traités, ils ont le droit de manger. C'est ça ce qui est important à savoir. Alexandre, on avance. Alexandre, rapidement. Amir. Il faut préciser aussi que le gouvernement israélien demande à ces ONG la liste de ses employés pour voir s'il n'y a pas de collusion entre ces employés et des mouvements terroristes. Et ceux qui refusent de transmettre la liste ont été interdits. Alors moi, c'est exactement ce sur quoi je voulais revenir. Déjà, je voulais rappeler que Eden Yerushalmi, Hirsch, Goldberg, Pauline sont morts à peu près 36 kilos de poids de corps. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans des conditions qui sont absolument terribles. Ils ont été exécutés donc, dans un tunnel du Hamas, alors que leurs geôliers ont entendu l'armée israélienne qui se rapprochait d'eux. Ils les ont exécutés sommairement. Ils pesaient 36 kilos au moment de leur mort, du moins pour Eden Yerushalmi. Donc, on voit bien en fait qu'il n'y a eu aucune assistance médicale pendant leur captivité. On voit aussi l'état d'otages comme Eli Sharabi ou Ad Ben-Ami lorsqu'ils sont revenus. Ça, c'est pour la Croix-Rouge, donc qui a été totalement inactive, qui n'a pas fait preuve en fait d'aucune volonté de porter assistance à ces otages. Maintenant, concernant l'UNRWA et concernant Médecins sans frontières, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus précis, parce que sinon, le débat généralise trop. Il n'y a pas d'intérêt. Il faut essayer d'insuffler de la pensée dans ce qu'on dit. Je ne pense pas véritablement que ce soit des organismes qui soient mal intentionnés à la base. C'est-à-dire que je ne pense pas que le Conseil général de l'UNRWA, qui a été fondé véritablement, donc on le rappelle, pour les réfugiés palestiniens après la guerre de 48. Qui ont un statut spécifique, ce sont les seuls réfugiés à avoir ce statut spécifique. Qui se transmet de génération en génération, ou que Médecins sans frontières, qui est une organisation caritative qui agit à travers le monde entier, justement pour des buts qui sont tout à fait louables, ont des objectifs qui sont des objectifs néfastes ou terroristes. En revanche, je pense qu'il y a eu une véritable ingérence de la part de ces organismes quant aux participants et quant aux personnes qui travaillent pour elles et qui ont été engagées dans la bande de Gaza par ces organismes-là. Et c'est pour ça que le gouvernement israélien, je vous prendrai juste et je finirai là-dessus, le cas, par exemple, on représente la famille Samerano, donc Ayelet Samerano, dont le fils a été enlevé et on le voit en fait par une voiture de l'UNRWA. Par une voiture de l'UNRWA et 2 employés listés de l'UNRWA. Voilà. Son enfant a été assassiné, son corps a été assassiné et a été enlevé par 2 employés de l'UNRWA. C'est indébattable. Alexandre Bensoussan. D'après un récent sondage du Jewish People Policy Institute, les Juifs américains considèrent le Qatar comme la 2e menace la plus sérieuse pour la sécurité nationale d'Israël et des États-Unis.
L'Iran a été classé au niveau de menace plus élevé, 83% des participants le qualifiant de menace existentielle. Le Qatar se classe deuxième en termes de niveau de menace perçue par les Juifs américains, le Yémen occupant la troisième place et la Turquie la quatrième. Cette enquête a inspiré 7 questions à l'équipe de SAS Débat. Le Qatar est-il la deuxième plus grande menace pour Israël après l'Iran? Rachel Bourlier a répondu oui. Amir Badran a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 35, face à face. Numéro 2, c'est parti. Rachel, vous connaissez le principe, 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Amir, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Ouais. Rachel, c'est à vous. Absolument. Ne vous trompez pas de menace. Si l'Iran est le bélier qui frappe à votre porte, le Qatar est le cheval de Troie qui est bien installé dans la cité. Ce n'est plus du soft power, c'est une OPA dans nos consciences. Alors, bien évidemment, le Qatar a infiltré déjà la musique, le cinéma, Hollywood, mais aussi le sport avec le football, mais surtout l'éducation de l'école primaire aux universités. Après avoir séduit la gauche occidentale, nouveau défi, la droite américaine. En finançant l'isolationnisme de figures comme J.D. Vance, le Qatar veut transformer le soutien à Israël en fardeau financier pour l'Amérique. Israël intercepte le missile avec le dôme de fer, mais intercepter une idéologie est bien plus difficile quand il est déjà immiscé auprès de notre allié. Merci beaucoup Rachel. Amir, c'est à vous. Voilà, alors moi je dis, le Qatar n'est pas une menace pour Israël. Au contraire, depuis des années, le Qatar est devenu un allié stratégique, économique pour Israël comme pour les États-Unis. Il n'existe pas de conflit crucial entre les deux pays, entre le Qatar et Israël. Il n'y a pas une question de territoire, ou de souveraineté qu'on doit résoudre. Je vous rappelle que c'est le Qatar qui a détenu un rôle crucial de médiateur pendant la guerre, et c'est grâce à lui que les négociations ont abouti à retour des otages en Israël. C'est la plus grande menace pour Israël, c'est Binyamin Netanyahou. Il a déchiré le pays entièrement et il a isolé le pays du monde entier, et on a plus de 60 000 personnes qui ont immigré l'État à cause de cette politique désastreuse. Merci beaucoup Amir Badran. Alexandre Bensoussan, je vais vous demander des réponses rapides parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. À la même question, lorsqu'on a posé la même question aux Israéliens de confession juive, ils ont répondu Iran, mais ils n'ont pas mis le Qatar en seconde position, ils ont mis la Turquie, et en troisième position le Qatar. Pour vous, c'est quoi le classement? Mais pour moi, en fait, ça dépend si on parle de danger militaire ou si on parle de danger à long terme et de danger idéologique. Le Qatar, on le rappelle, c'est quand même la source de l'idéologie, c'est le grand financier, c'est celui en réalité qui tient toutes les ficelles. Et en droit, on rappelle le principe d'Estoppel, on n'a pas le droit, en fait, lorsqu'on a créé une situation de biais, une situation fallacieuse, de se reposer dessus pour pouvoir, en fait, accuser la partie d'en face. Le Qatar n'a pas le droit, par conséquent, après avoir financé le Hamas, après avoir armé le Hamas, après avoir fait véhiculer des dizaines et des dizaines de millions dans la bande de Gaza pour les attentats du 7 octobre, de venir se placer en médiateur pour la libération des otages. Franck, ils n'ont pas le droit, ils ont été demandés, c'était le seul capable à ramener des otages, le seul. Il reste 2 minutes. Alors, Franck Benamou, il reste 2 minutes. Il faut toujours avoir à l'esprit que le Qatar, c'est l'idéologie des fréristes, et que c'est effectivement le principal ambassadeur de cette obédience. Il ne faut pas oublier effectivement ce que disait Alexandre à l'instant, c'est que le Hamas a reçu des sommes astronomiques de la part du Qatar dans des conditions extrêmement préoccupantes, dans la mesure où effectivement on se pose la question de savoir si le gouvernement actuel n'a pas facilité le transfert de ces fonds. Et donc, effectivement, il y a un gros sujet, et il faut être prudent dans les relations entre Israël et Qatar. Et effectivement, on peut que constater que
le Qatar est passé du côté des ennemis d'Israël. Et il ne faut pas oublier Al Jazeera, qui est pour eux un outil qui transmet ce vecteur, un outil précieux Rachel. pour eux. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission. Merci Rachel Bourlier, Franck Benamou, Amir Badran Merci, et Alexandre bonne année. Bensoussan. Tout de suite, le journal de 22h présenté par Sandy Fortis, suivi d'un nouvel épisode de Défense présenté par Chani Guédalia. Toute l'équipe de SAS Débat vous souhaite un bon réveillon du Nouvel An. Bonne soirée sur i24 News.